Bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps. C'est un podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Donc je suis Denis Voituron et je suis accompagné aujourd'hui de Christophe Peugnet, comme la semaine dernière, comme il y a 15 jours déjà. Bonjour Christophe. Salut Denis, écoute, je suis encore super content d'être là. Et donc, écoutez, deuxième fois, peut-être une troisième fois. Et peut-être une troisième, certainement, oui. Je suis super content aussi que tu sois là et qu'on puisse dialoguer. C'est quand même nettement plus agréable et je pense que pour tout le monde, c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant de se retrouver comme ça à deux et de faire une discussion sur un sujet. Voilà, on va essayer d'être un peu plus dynamique. Oui, tout à fait. On va s'interrompre l'un l'autre pour pouvoir donner chacun son avis sur le sujet. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est TypeScript. Enfin, je suppose que tous les auditeurs qui sont là le savent maintenant puisqu'ils ont choisi le sujet en venant sur le site. Et donc, on va parler aujourd'hui de toute une série de notions consacrées à TypeScript qui est, on va le voir tout de suite, un peu en historique, voir ce que c'est, voir à quoi ça sert TypeScript, qui est quand même fortement lié à JavaScript, on va le voir. Et donc on va essayer de faire un peu une historique générale de ça, de décrire un petit peu à quoi peut servir TypeScript, pourquoi l'utiliser, quels sont les avantages, quels sont éventuellement les inconvénients. Tout ça basé principalement sur des exemples qu'on va essayer de documenter pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Et donc on va voir un petit peu tout ça, où ça peut se situer. Donc n'hésite pas évidemment, tu m'interromps, tu continues à expliquer certains slides pour ceux qui ont la vidéo, pour ceux qui ont l'audio, on va tout décrire, donc ça sera assez interactif pour cette fois-ci aussi. Alors, historiquement, on va parler ici de tout ce qui est notion liée à JavaScript, puisque si vous ne l'avez pas encore deviné, TypeScript est évidemment quelque chose qui est fortement lié à JavaScript. Et historiquement, JavaScript est arrivé aux alentours des années 1995 par un certain monsieur qui s'appelle Brenda H et qui est maintenant, qui était à la tête de la fondation Mozilla et qui a développé, mis en place le JavaScript pour pouvoir l'intégrer au départ dans Netscape et puis dans les navigateurs de Microsoft pour pouvoir dynamiser un petit peu toutes les pages web et pas juste avoir des pages de présentation statiques. Donc ça date déjà d'il y a un petit peu quelques années maintenant. Et évidemment, ça a évolué. On a standardisé quelques années, 2 ans plus tard, la version de JavaScript sur un organisme international qui est l'ECMA. Et donc on a standardisé ça sous le nom ECMAScript V1, qui a permis à ce moment-là de définir exactement quels étaient l'ensemble des mots-clés, comment ils pouvaient fonctionner ensemble à l'intérieur de son langage de programmation. Et ça permet ainsi à tous les navigateurs de fonctionner de la même chose et de renvoyer le même résultat, quelle que soit la commande, en fonction de la commande qu'on utilise, mais quel que soit le navigateur. Je crois que Microsoft était parmi les premiers à l'intégrer tout de suite dans leur navigateur, il me semble. Oui, je pense. Oui. Ils avaient intégré un VBScript aussi et un JavaScript, un JScript à l'époque, puisque Microsoft était moins dans un aspect open source comme il l'est maintenant, et donc ils voulaient un peu personnaliser un peu tout ça à son nom. Mais ça faisait fonctionner effectivement le JavaScript de base, je pense, plus quelques fonctionnalités complémentaires qu'ils jugeaient intéressantes de rajouter. Ouais. Ensuite, beaucoup plus proche de chez nous, on a donc toute une évolution en termes de normalisation jusqu'à la dernière qui est en 2009, l'ECMAScript V5, qui est globalement celle qu'on utilise actuellement sur tous les navigateurs pour pouvoir faire fonctionner du JavaScript moderne, on va dire. Et on a très très récemment, il y a quelques semaines maintenant, une version d'ECMAScript V6 qui a été à peu près terminée, qu'on est en train de finaliser, mais qui n'est pas encore entièrement supportée par tous les navigateurs non plus. Il faut le temps que tout ça se mette en place, en tout cas dans toutes les fonctionnalités. Et on va le voir, l'ECMAScript V6 est beaucoup plus proche de ce qu'on va pouvoir voir également au niveau de TypeScript, puisqu'on va voir un peu les inconvénients aussi du JavaScript par rapport à la version 5 et les avantages que la version 6 peut apporter. Donc voilà, ça c'est une évolution, juste pour dire que JavaScript, pour dynamiser les pages web, ça ne date pas d'hier. On voit quand même que ça fait une bonne vingtaine d'années que tout ça existe et qu'on peut l'utiliser pour pouvoir, encore une fois, mettre les pages en place. Alors JavaScript, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui en ont déjà fait, c'est du code avec des instructions, des commandes, des mots-clés, exemple, function, qui permet de définir une fonction, une procédure, une méthode. Donc on peut définir une fonction, par exemple, qui s'appelle user, avec 2 variables, 2 paramètres id et name. Et on peut ensuite utiliser ces variables pour pouvoir les intégrer à l'intérieur de toute une série de notions présentes dans un langage de scripting. Déjà, c'est du script, donc c'est pas du compilé. Donc il n'y a pas d'évaluation, de vérification au moment où on crée le code, excepté si on utilise des outils externes qui vont pouvoir nous aider un peu avec de la colorisation et autres, mais c'est le navigateur qui va vérifier. Donc si on fait une faute d'orthographe dans le mot user par exemple ou dans le mot function, il va éventuellement mettre une erreur, s'il ne comprend pas le mot-clé, au pire il ne fera pas le résultat qui est attendu. Et donc on a ainsi la possibilité de créer
que ce soit des fonctions, des méthodes, des variables. Entre parenthèses, les variables ne sont pas typées. On va voir justement que TypeScript va permettre d'apporter une solution à ça. Donc, c'est-à-dire pas typé, c'est... On peut mettre n'importe quoi dans n'importe quoi, si je peux dire. C'est du any, hein, en fait, finalement. Voilà, c'est du any ou du object en C# par exemple. Non, même pas. Je mets ce que je veux. C'est-à-dire, je définis par exemple un ID et je mets un nombre, 123. Il va dire OK, je le prends et je tape le nombre 123. Je fais mon ID plus 1, il va dire que c'est 124. Mais si demain, dans mon ID, je mets ABC, il va me dire il n'y a pas de problème. Et si je fais ABC plus 1, il va me dire OK, pas de problème. Il va faire par exemple ABC 1. Donc une nouvelle chaîne de caractères. Mais donc il y aura en gros quasiment jamais d'erreur. Ça peut être pratique dans certains cas. Ça peut être pratique, mais c'est vite le foin. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment un peu mauvais, parce qu'en fait c'est un peu il est cool quoi, JavaScript. Hein. Lui c'est pas le mec emmerdant finalement. Ouais, non, c'est ça. Il accepte tout lui. Il est tranquille pépère lui. Mais je veux dire non, il arrive un moment où je trouve qu'il y avait besoin d'une rigueur. Et TypeScript l'amène, mais alors de manière très très jolie quoi. Oui, on va le voir tout de suite, mais effectivement, et je dirais JavaScript accepte tout jusqu'à, par exemple, la création de propriétés telles que c'est défini sur le slide en faisant tis.id. Si je me trompe dans le mot-clé ID, encore une fois, il n'y a pas de problème, il le passe. Ouais, mais ça peut aussi amener parfois des bugs que tu ne vois pas. Oui, tout à fait, c'est ça. Et sur des projets un peu plus grands, quand on fait un script de dealing, on arrive encore à s'y retrouver, mais si on a quand même maintenant, comme beaucoup de sites web, il y a beaucoup de dynamisation, beaucoup de gestion, beaucoup de contenu JavaScript, sur des gros projets, ça peut devenir quand même beaucoup plus embêtant. Ça peut devenir intéressant, et je connais des développeurs qui ont passé leur projet JavaScript, le passer en TypeScript, oui, il faut quand même le passer, et ils ont découvert pas mal de bugs en fait dans leur projet qui initialement passaient à la trappe, mais vraiment. Ah oui. Donc, on verra qu'il y a du... Ça ne m'étonne pas, puisque effectivement, si on veut faire une manipulation de données, JavaScript lui va l'accepter, alors qu'on va le voir, TypeScript, il y aura quand même des contraintes supplémentaires qui pourront être intégrées. Ouais. Alors juste pour faire un petit topo de JavaScript, en général quand on parle de JavaScript, on parle du langage en lui-même, mais pas uniquement, on parle aussi surtout de tous les frameworks, parce qu'évidemment depuis quelques années on s'est rendu compte que le langage était quand même assez limité en nombre de mots-clés possibles pour faire ce dont on a besoin, et donc il y a une série de frameworks, de personnes qui ont développé des frameworks complémentaires pour rajouter des nouvelles commandes, des nouvelles fonctions à l'intérieur du JavaScript de manière générale. Alors le plus connu, c'est jQuery, où dans jQuery, on se retrouve ainsi avec toute une série de nouvelles fonctions pour pouvoir manipuler ce qu'on appelle le DOM dans la page, donc l'ensemble des différentes balises de la page HTML. On va pouvoir passer d'un élément à l'autre très facilement à partir de jQuery. Et on a ainsi toute une série de nouveaux frameworks qui vont nous permettre d'améliorer, d'accroître vraiment le développement et de développer beaucoup plus vite. Mais toujours, encore une fois, sur base de cette base JavaScript, avec tous les petits problèmes qu'on peut y rencontrer et qu'on va lister d'ici quelques secondes. Alors voilà un exemple de jQuery. Donc jQuery par exemple, on a une variable qui s'appelle $, et on peut utiliser cette variable-là pour pouvoir après rentrer un petit peu dans tout le contenu de la page HTML. Pardon. Donc on va pouvoir par exemple faire un $maclass.click et venir rajouter un événement click associé à la classe en question et pouvoir ensuite faire des actions pour cacher un bouton, rendre visible le bouton et ainsi de suite. Donc on se retrouve ainsi avec un triplet de concepts. L'HTML, le JavaScript et les CSS qui vont nous permettre pour faire à la fois la représentation de la page, le design de la page et la dynamisation de la page par l'intermédiaire du JavaScript notamment. Mais donc en termes de programmation, plusieurs problèmes souvent sont détectés lorsqu'on veut utiliser le langage JavaScript sur des projets, encore une fois, de quelques centaines de lignes de code, voire plus. Premier problème, j'ai déjà cité, c'est un langage interprété. Donc ça veut dire que le développeur, quand il code, il a, sauf l'outil IDE supplémentaire qui permet de manipuler, de fournir un petit peu une aide sur ça, il n'a pas le moyen de voir si son code va fonctionner, va compiler. C'est juste à l'exécution, donc c'est-à-dire en gros on doit tester à chaque fois la page. Tester, mais en passant par toutes les procédures et tous les petits tests imbriqués qu'on va pouvoir développer pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent. Donc ça c'est quand même assez embêtant au démarrage. Ensuite, on aura une absence de module. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir créer, comme on peut par exemple le faire en C#, des namespaces pour organiser son code en fonctionnalités, les placer d'un côté, d'un autre, en fonction est-ce que c'est système, est-ce que c'est graphique, etc. Ici, on peut créer des fonctions, éventuellement créer des semblants de classes par l'intermédiaire des prototypes, mais ça peut s'arrêter là, quoi. Ensuite, un autre gros problème, c'est le typage faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, comme on l'a déjà cité, de type.
On n'a pas de nombre, on n'a pas de valeur de type chaîne de caractères, et donc comme je le disais tout à l'heure, avec un ID qui vaut 1, 2, 3 ou un ID qui vaut ABC, pour JavaScript, il n'y a aucun problème, ça passe dedans et on l'utilise en espérant qu'on ait mis le code correspondant pour que ça fonctionne correctement aussi. Alors il fait aussi tout ce qui est conversion automatique, puisqu'évidemment, comme il n'y a pas de typage et comme on va pouvoir ne jamais avoir d'erreur, on va pouvoir transformer directement une donnée dans un autre type, simplement en mettant des paramètres d'égalité pour les passer d'un système à l'autre. Un autre problème, mais là ça devient un peu plus de détail, c'est la portée. C'est-à-dire on a un mot-clé TIS, bien connu aussi de tous les autres langages de programmation, ou un équivalent MI pour le VB par exemple, qui va en général donner la portée de l'objet dans lequel on se trouve. Ici, le TIS, il va plus loin. Si on est dans une procédure, le TIS fait référence à la procédure, à la fonction dans laquelle on est. Et donc, pour retrouver des variables qui se trouvent par exemple à l'extérieur, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc là, TypeScript va nous donner aussi des solutions sur ça. Et alors, il manque aussi évidemment la gestion des types statiques, où rien n'est quasiment rien prévu pour JavaScript à ce niveau-là, où il faut commencer à manipuler de manière très très compliquée. Et donc là, on va encore une fois voir que TypeScript nous donne des idées sur ça. Et donc... Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant, voilà. Donc je reviens sur ma petite flèche de l'historique. On a, depuis 2012, un certain monsieur Anders Ellsberg, que vous devriez connaître. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir un petit peu son nom sur Internet, puisque c'est en fait un des fondateurs à la base du C#, du .NET. Et donc, il est maintenant chez Microsoft, déjà depuis quelques temps, pour faire le C# et pour faire le TypeScript depuis 2012, où il a sorti le TypeScript version 0.8, donc en version bêta en 2012, dont le site, pour pouvoir y accéder et retrouver toute la documentation, notamment la possibilité de le tester aussi, c'est typescriptlang.org. Et on peut également retrouver sur GitHub tout le code source, puisque TypeScript a été mis en open source, et donc on va pouvoir également retrouver tout le code source associé au compilateur TypeScript pour pouvoir obtenir tout ce qu'on va voir dans les slides qui vont arriver juste après. Et donc maintenant, depuis 2012, on a effectivement une nouvelle notion, nouveau langage, qui est TypeScript. Alors TypeScript, qu'est-ce que c'est ? On va déjà commencer par là. Et pourquoi l'utiliser ? Alors d'abord, TypeScript, ce n'est jamais que ce qu'on appelle un langage de programmation qui a un superset au-dessus de JavaScript. C'est-à-dire qu'il ne vient pas remplacer, comme parfois certains autres constructeurs ont essayé de faire, de remplacer le JavaScript en influençant et en mettant ses propres mots-clés, par exemple, pour pouvoir faire le langage. Non, ça n'est jamais qu'un superscript, c'est-à-dire qu'on va venir coder en quelque sorte comme en JavaScript, avec des mots-clés complémentaires, qu'on va pouvoir venir passer pour ces mots-clés complémentaires dans un compilateur, qui sous Windows et sous les autres plateformes est simplement un petit exécutable qui s'appelle TSC, tsc.exe, on met son fichier, et il va nous générer du JavaScript. En fait, c'est un langage, oui, c'est un langage au-dessus, mais c'est surtout un langage pour générer du JavaScript, et puis du bon JavaScript, mais qui va être propre à ce que nous, on a l'habitude de voir dans des langages fortement typé déjà, comme du C#. Et d'ailleurs, quand on voit la structure, qu'on va voir juste après, la structure d'un TypeScript, eh bien, on dit, tiens, on dirait du C#. D'ailleurs, bon, la personne qui l'a créé est le fondateur aussi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on code dans un langage qui est plus, je vais dire, ceux qui sont puristes JavaScript vont me tuer, mais qui est plus propre, qui est plus sain, qu'on sait lire, qui est facilement interprétable en fait finalement. Oui, c'est ça. Il se rapproche plus facilement. Il se rapproche plus d'ailleurs, c'est le deuxième point en termes de pourquoi TypeScript. Il se rapproche plus de l'ECMAScript. En fait, depuis des années, les développeurs se sont rendus compte que le JavaScript avait effectivement des problèmes en termes de syntaxe même. La création d'une classe, par exemple, des choses qu'on fait tous les jours dans des langages un peu plus avancés comme C# et autres. Ou C++, cette notion-là n'existe pas de base en JavaScript. Et donc le TypeScript va justement fournir une solution à ça, mais encore une fois, en langage superset, c'est-à-dire au-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le TypeScript, si on a déjà développé du code en JavaScript par exemple, on va simplement pouvoir reprendre son code JavaScript et l'intégrer. C'est-à-dire le TypeScript, le compilateur, est suffisamment intelligent pour dire « ça c'est un mot-clé qui me concerne parce qu'il fait partie de mon langage, donc je le transforme dans l'équivalent JavaScript qui est associé ». Et si c'est par contre quelque chose de JavaScript de base, il va le laisser et il va y avoir absolument aucun changement. Donc si on veut par exemple, j'exagère, mais prendre un projet JavaScript existant avec des fichiers JS, les développer en TypeScript, il suffirait en quelque sorte de prendre le fichier JS, de le renommer en TypeScript, en TS, et il n'y a rien d'autre. C'est bon, c'est fini, le compilateur va garder le même résultat en finalité, quoi.
Donc, pourquoi utiliser TypeScript ? D'abord, il y a très peu de risques, puisqu'encore une fois, si on n'a pas envie ou si on veut passer de manière différenciée ou par palier, on va pouvoir continuer à travailler en JavaScript, et donc on va pouvoir continuer et maîtriser son langage classique, je vais dire, mais utiliser les nouvelles fonctionnalités de TypeScript quand on en a besoin. C'est une syntaxe pérenne parce qu'elle est très fortement utilisée au niveau de l'ECMAScript. La syntaxe utilisée, pour beaucoup de parties, c'est quasiment la même chose entre ECMAScript 6 et TypeScript. Il est open source et il est supporté par Microsoft. Donc open source, comme Microsoft le fait beaucoup maintenant, ça veut dire que d'autres développeurs vont pouvoir interagir dessus, pouvoir soumettre des nouveautés à Microsoft qui vont à ce moment-là être validées par l'équipe et être intégrées éventuellement dans la prochaine version. Donc c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Et justement, en fait, dans des gros projets, souvent le JavaScript, moi je l'associe à des projets open source, mais ce qui est souvent le cas. Ce qui est intéressant, c'est que quand le responsable du projet décide de passer en TypeScript, les autres utilisateurs, les autres contributeurs à ce projet-là, il n'y pourrait voir que du feu finalement, puisque lui, il va passer son code JavaScript initialement en TypeScript, donc voilà, il va pouvoir recoder tout ça. Mais les autres qui vont voir en fait sur GitHub par exemple les points JS, ils vont n'y voir que du feu, alors que en fait tout a été refait initialement en TypeScript. Oui. Pour eux, rien ne va changer. Oui, ils verront pas la différence. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant de passer en TypeScript. D'abord pour la souplesse en amont du développement. Bon, puis après, il faut l'avouer, tu vas plus racoler de... Enfin, je veux dire, parfois, le JavaScript, il peut faire peur dans des projets open source. Et quand tu peux dire, tiens, on est en TypeScript derrière, et bien là, d'autres développeurs vont peut-être être plus intéressés au projet pour venir contribuer, parce que le code, on le voit dans le slide d'après, il est quand même clair, vraiment clair. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se retrouve avec, par rapport à ce qu'on peut retrouver en JavaScript, des fonctions de gestion de classe, par exemple, qui est, si je reviens sur le slide précédent, un des autres avantages, c'est la programmation orientée objet. Donc on a une vraie définition d'objet, avec des classes, des objets qui sont créés derrière, avec de l'héritage si on le veut. Donc c'est toute une série de notions qui sont quand même beaucoup plus compliquées si on veut les développer en JavaScript. On va le voir d'ailleurs dans le comparatif, Ouais. On a également, juste pour terminer avec pourquoi le TypeScript, on a également la possibilité de définir des interfaces en TypeScript, et ça c'est extrêmement important parce que ça donne un aspect, on en parlait de typage notamment, la possibilité de dire ma fonction elle va me renvoyer un nombre, elle va me renvoyer une chaîne de caractères. Si je récupère du code existant, je prends le cas bêtement de jQuery. jQuery est développé en JavaScript pur. Et donc ça veut dire que si je veux intégrer mon jQuery dans mon projet, j'ai la possibilité de créer des interfaces, ou du moins, il y en a déjà qui l'ont fait pour nous, donc on va pouvoir récupérer des interfaces qui vont me donner le typage supplémentaire. Et l'interface, comme on l'utilise classiquement, ce n'est jamais que la coquille qui se trouve autour qui va me donner la définition permettant d'accéder à mes méthodes, à mes procédures, etc. Et donc de me donner à la fois dans Visual Studio un IntelliSense et de me dire, tiens, attention, vous essayez de mettre un string dans un number, ça risque de poser un problème. Et donc ça, les interfaces dans TypeScript sont effectivement très très importantes. Mais il en existe toute une série qu'on peut déjà télécharger directement pour tous les frameworks que j'ai cités précédemment, ils sont disponibles sans aucun problème. Et le dernier point dans pourquoi le TypeScript, c'est un des problèmes dont on a parlé tout à l'heure, c'est le typage statique. On va pouvoir vraiment ici venir faire un développement avec la possibilité de faire du typage, des utilisations d'éléments de type statique par rapport aux dynamiques où on n'a pas de type de données en JavaScript pur. Et donc effectivement, comme tu le disais Christophe, on est ici avec quelque chose de très simple. Là, j'ai une capture d'écran du site de typescriptlang.org. Si on clique sur la rubrique Play, on va retrouver côté gauche la classe, la définition du code avec la création d'une classe animals, entre accolades, constructor. Donc on a une notion de constructeur, on a une notion de méthode. On verra après, on a des possibilités de faire du public, de privé, des choses comme ça. Et on a de l'autre côté, en live, le contenu du JavaScript qui est généré. Et donc ça donne déjà effectivement rien qu'à la vue une idée de si on veut réaliser la même chose, tout de suite on se dit c'est quand même plus compliqué de le faire en JavaScript que de le faire en TypeScript. Et en termes de clarté du code, il n'y a rien à voir. Je veux dire, on va pouvoir aller quand même nettement plus loin, ça c'est clair. Il n'y a rien à voir, il y a tout à dire, quoi. Mais ouais, c'est juste génial, quoi. Et donc le choix est à peu près sans risque, puisqu'on va avoir un langage qui sera en open source, libre, maintenu par Microsoft, qui est un superset de JavaScript comme je l'ai signalé, donc qui est une surcouche. On utilise tout le JavaScript standard, mais on va rajouter une surcouche au-dessus de tout ça, et qui va ajouter des fonctionnalités à l'ECMAScript 5,
pour ajouter les classes, rajouter l'héritage et autres, mais qui va aussi supporter la spécification de l'ECMAScript 6. C'est-à-dire, si vous faites votre code en TypeScript, vous prenez un navigateur de l'année dernière, ECMAScript 5, pas de problème, il tournera avec votre JS. Vous prenez votre fichier TS, vous le compilez, c'est juste une option à choisir lors de la compilation pour dire je veux le compiler en ECMAScript 6, et vous aurez un résultat sans rien changer dans votre code TypeScript qui fonctionnera sans problème avec la nouvelle norme ECMAScript 6 pour les nouveaux navigateurs. Donc, on supporte aussi le futur, je vais dire, par rapport à ce qui va arriver d'ici quelques mois ou quelques années dans tous les browsers modernes. Alors, une chose à savoir par rapport à TypeScript, c'est, là je te laisse peut-être en parler. Douglas Crawford, qui est quand même un développeur et un entrepreneur américain, qui est quand même notamment connu pour sa forte implication en fait, dans le développement de JavaScript. Mais on le connaît aussi parce que c'est lui qui a créé le JSON. Et quel développeur ne connaît pas le JSON? Quand, quelques mois après que TypeScript a été sorti en 2012, il écrivait que Microsoft TypeScript may be the best of the many JavaScript front-end. It seems to generate the most attractive code. On entend par là que voilà, il nous traduit bien en fait comment dire ça, son intérêt, la qualité. Voilà, chercher le mot. Son intérêt par rapport à TypeScript et qui finalement, voilà, ça génère un beau, comme on disait tout à l'heure, un bon JavaScript. TypeScript nous permet de faire ça et je voulais souligner en fait en faisant voir, et c'est pas le seul à avoir quand même congratulé en fait cet esprit de TypeScript qui a été créé. Donc très très soutenu par la communauté, donc puis voilà, open source, et puis c'est pas parce que c'est du Microsoft qui n'a pas toujours une belle image, mais de ce côté-là des barrières en open source, Microsoft il est quand même super fort, quoi. Ouais, mais ça s'améliore un peu, je pense, hein, même l'image de Microsoft au niveau de tout ce qui est open source. Donc, oui, beaucoup. De toute façon, il est tellement impliqué. J'ai l'impression que c'est l'un des un très très gros Microsoft. Il met beaucoup en fait au niveau open source. Ouais, tout à fait. C'est l'un des plus gros, je crois, sur GitHub. Je suis pas sûr, mais j'ai cru lire ça quelque part. C'est possible, mais c'est vrai que par rapport à ce projet-là, par rapport à TypeScript notamment, il y a beaucoup de choses dans la déjà communauté faites. non Microsoftie, TypeScript, il est quand même très très bien accueilli. Oui. Et même par, on va dire des concurrents, c'est peut-être pas le terme exact, mais on prend des Google avec des langages tels que Dart que Google avait mis en place. C'est vrai qu'ils sont en train de voir TypeScript d'un bon œil et de voir peut-être des intégrations futures. Ouais, voilà, on le disait en off, Google, il risque d'adopter dans une future version de Chrome le TypeScript. Oui, tout à fait, ouais. Pouvoir faire des exécutions natives. Bon, là, on verra un peu comment ça se passe, notamment avec l'ECMAScript 6, puisque si on se rapproche assez bien de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai que TypeScript, à ce niveau-là, a des très bons retours, et on le verra peut-être sur quelques slides plus loin au niveau des statistiques. L'utilisation, du moins, l'intérêt par rapport à TypeScript est grandissant au niveau des internautes et des développeurs de manière générale. Ouais. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble ? Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Donc, on a préparé ici quelques slides pour montrer les principes. On va pas aller dans tous les mots-clés de TypeScript et tous les principes, mais voir un petit peu les bases. Et donc, commencer par... Rien que s'il y avait ce point-là, moi je dirais que je suis partant juste pour ce point-là pour l'utiliser. Ça aurait pu être aussi une évolution de JavaScript. Ça aurait pu être une évolution de JavaScript qui normalement arrivera avec ECMAScript 6, mais bon, pour le moment, ça permet en tout cas de l'utiliser avec les versions actuelles de JavaScript. Voilà, ceci dit, une évolution 20 ans après, JavaScript n'est toujours pas typé. Oui, tout à fait, ça aurait pu être fait avant, ça je suis d'accord. Quand même. 20 ans après. Bon. Et donc effectivement, la première fonctionnalité dont on parle, c'est tout ce qui est typage. Et donc TypeScript introduit des notions d'objets, mais ça on va le voir par après, qui sont, comme on les retrouve dans les langages comme C# et autres classiques, mais les typages de base, les types simples, qui sont le number, qui permet de représenter n'importe quel type de nombre, que ce soit décimal entier, le boolean et le string. Et donc avec ces trois types-là, ça permet de faire déjà une application qui correspond un peu plus aux besoins et d'avoir des retours. C'est-à-dire, puisqu'il y a un compilateur maintenant, le tsc.exe, qui va nous dire, quand il va transformer le fichier TypeScript en JavaScript, il va nous dire, attention, là il y a une erreur, vous n'avez pas mis une chaîne de caractères dans un élément, dans une variable de type string par exemple. Donc pour ceux qui ne voient pas le visuel, en JavaScript, on mettait var name égale Denis, entre guillemets, point virgule. En TypeScript, on mettra var name string égale entre guillemets Denis. Point virgule. Donc le point virgule aussi. Ouais. On n'est pas obligé à la rigueur. On aurait pu simplement déclarer var name égale string. Point virgule. Oui. Et après seulement initialiser, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus propre et logique finalement.
Oui, c'est Mais ça. bon, l'initialisation de la variable peut être fait après, par la suite. Oui. Et alors, c'est ça que je reviens par rapport à mon superset, mon TypeScript qui est au-dessus. Rien que dans la syntaxe, le fait de mettre var name 2.string égale et mettre Denis entre guillemets par exemple ici, j'ai pas tellement de différence avec le JavaScript. J'ai le typage, donc forcément moi c'est ce qui m'intéresse ici. Mais si j'enlève les 2.string pour dire c'est tout ce que j'ai et je me retrouve avec mon code JavaScript initial. C'est très clair. Et donc c'est là que je peux effectivement reprendre du code existant, puisque le code existant c'est le var âge égale 21. De l'autre côté, ça va fonctionner sans aucun problème. Mais j'aurai pas le typage. Mais TypeScript l'accepte quand même. Et donc là, des améliorations qu'on reprend du code, c'est de venir les typer au moins, et puis de se rendre compte effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qu'on va pouvoir dire, tiens, j'ai des erreurs dans mon code à un moment donné, parce que là, je ne l'utilise pas toujours sous forme de valeur numérique, par exemple. Alors, d'autres avantages du typage, c'est on va avoir dans Visual Studio, si on utilise cet éditeur-là, tout ce qui est IntelliSense. Donc, je vais pouvoir prendre ma variable. Par exemple, j'ai une variable var birthday 2.date, pour définir une date, je vais faire ma date de naissance, birthdate, point, et je vais obtenir la liste de toutes les méthodes et propriétés possibles pour pouvoir utiliser cette variable, puisqu'il sait maintenant que c'est une variable de type date. Donc il y a des alternatives qui sont disponibles en JavaScript pour ça, mais ici au moins c'est nativement et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus avancé à ce niveau-là. Et même chose, je vais pouvoir également avoir dans l'IntelliSense une documentation. Donc par exemple, je vais mettre âge égale, entre guillemets, 21 ans, mon âge, c'est un number, ça a été défini comme étant un number, mais il va me renvoyer une erreur en infobule en me disant le type string n'a pas été assigné de manière correcte parce que moi je m'attends à avoir un nombre. Et donc à la fois le compilateur va me souligner la variable pour dire il y a une erreur, puis je vais pouvoir la corriger et forcément je n'arriverai pas à compiler correctement mon code. Ça reste quand même une sacrée évolution, je ne vais pas dire révolution pour le développeur. Bon, Visual Studio reste quand même un super, l'un des meilleurs IDE pour coder. Mais alors l'expérience quand tu es développeur JavaScript et puis que tu dis tiens je vais passer un JavaScript mais excuse-moi mais c'est de la jouissance quoi. L'expérience elle est juste énorme. L'IntelliSense lié à ça est bluffant et vraiment bluffant. Bon la colorisation syntaxique elle est sympa hein, c'est bien mais on l'a dans d'autres IDE quand même. Ouais, c'est mais ça. là moi je trouvais ça mais juste énorme. C'est l'IntelliSense de JavaScript, je trouvais ça juste énorme. Faut pas oublier qu'avec ReSharper, ceux qui ont la chance d'avoir ReSharper ou qui ont fait l'acquisition de cette extension du Visual Studio, on peut aussi refactoriser son code. Le TypeScript, il va nous permettre parfois, quand tu vas coder, et puis il va te dire attends, tu peux faire mieux. Ah ouais. Tout ça, c'est juste génial. Petite parenthèse, a priori, j'ai lu que la dernière version de ReSharper, la version 9, elle est capable de te faire l'inverse. Tu as ton code JavaScript, tiens, je te le donne en TypeScript. En TypeScript, En TypeScript, ouais. C'est pas mal. je l'ai pas vérifié. Je l'ai lu, mais j'ai pas été vérifié ça. Bah ouais, c'est pas mal parce que bon, ok, c'est dans le sens inverse, mais quand tu veux, voilà, j'ai un projet existant, tiens, repasse-le-moi. À vérifier maintenant, et si de rajouter l'ensemble. les typages et autres. C'est vrai qu'il y a moyen de les déduire hein, sur base de ce qu'on Il y a a moyen mis de au les départ, déduire, donc ça c'est mais clair. Ouais. Déjà pour savoir ce sens-là est beaucoup plus costaud à mon avis, parce que oui, voilà, rien que le typage, Ouais, c'est faut une clair. sacrée intelligence derrière quand même, quoi. Et puis repasser sur le code pour voir si tout fonctionne comme on l'avait prévu au départ, s'il n'y a pas des petits couacs dans les écritures ou autre. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais mettre par rapport à, c'était le bon moment par rapport à ce que tu expliquais sur l'IntelliSense, Ouais, tout à fait. puis l'affectation des variables. Alors ça, c'est une première fonctionnalité, c'est le typage. Une autre fonctionnalité, et là, moi je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant aussi, c'est tout ce qui est expression lambda. C'est quelque chose aussi en C# qu'on connaît depuis déjà un bout de temps. Et là, on voit vraiment que la personne qui a l'initiative du C# Anders Elsberg, elle est quand même là aussi, voilà. Parce que la syntaxe est la même. C'est-à-dire, on utilise dans TypeScript, on va pouvoir faire la définition en utilisant le égal supérieur, la définition en gros d'une fonction anonyme, si on peut l'appeler comme ça, donc d'une expression lambda. Donc je peux créer une myFunction, donc faire une variable, var myFunction égale, je mets h2.number, virgule w2.number, mes deux paramètres qui sont là, hauteur et largeur en nombre, et puis je mets égal supérieur, h fois w, point virgule. Et donc, il va me générer le code JavaScript correspondant, qui va être un code classique, function, avec return, h fois w, pour pouvoir faire le calcul ici de la hauteur fois la largeur, par exemple. Mais donc, le faire dans un cas simple ici, c'est juste pour l'exemple, mais quand on se retrouve parfois avec des imbrications de fonctions, des imbrications de calcul, comme on l'a en C#, ça peut parfois vraiment être très très intéressant dans les utilisations. On reste toujours dans de la clarté de codage. On reste toujours dans la clarté, c'est surtout ça, effectivement. Ouais. C'est avoir un code beaucoup plus clair au départ. Et alors, ce qu'on va utiliser
quasiment à chaque fois, je vais dire maintenant, puisqu'on a le TypeScript, c'est la possibilité de définir des classes. Donc de rentrer dans de la programmation orientée objet. Donc par exemple, définir une classe voiture, entre accolades, faire une variable, une propriété publique par défaut, moteur de .string, etc. Oui. Non, j'ai rien dit, mais on se retrouve vraiment dans un langage connu finalement. Enfin, connu. On a l'impression qu'on connaît et on est dans quelque chose de très habituel. Il y a quelques petites différences effectivement par rapport à du C# par exemple, c'est je déclare pas mes variables tout à fait de la même manière avec les 2 points et autres, où j'ai pas le mot-clé constructor, alors qu'ici on a effectivement un mot-clé qui s'appelle constructor, entre parenthèses moteur de .string pour définir mon paramètre de constructeur, donc il y a un mot-clé dédicacé à ça. Et puis j'ai mon fameux tis, on le verra un peu plus tard, l'intérêt aussi, le tis.moteur égale le contenu de ma variable. Donc je peux faire de la programmation un peu comme on a l'habitude de la faire en programmation objet, et c'est lui qui transforme ça en JavaScript. Tu vois, j'aimerais bien aussi qu'on ait constructeur en C#. C'est très clair. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est clair. Oui. Je dirais que c'est un peu ce qu'on a avec du VB, et c'est vrai que le langage C# est plus concis par rapport à ça. Mais c'est vrai que le mot-clé constructeur est quand même beaucoup plus clair. On sait ce que c'est, au moins. Je suis bien content que tu aies mis une remarque dans le slide, vous verrez que j'aime bien la remarque. Je ne sais plus la remarque. Constructeur. Ah ben voilà. Et donc c'est vrai que si on regarde le code JavaScript correspondant, c'est pas la même chose. En JavaScript, on va avoir, pour un cas simple ici, déclarer une variable qui est voiture, qui est le nom de ma classe, égale, entre parenthèses, function, entre parenthèses pour dire que c'est la définition d'une fonction qui va indirectement être transformée en une classe, donc c'est déjà un peu particulier. Et puis à l'intérieur, je fais mon constructeur en le définissant en fonction aussi, parce qu'en gros en JavaScript, tout est fonction. Une procédure, une méthode, une classe, un constructeur, c'est des fonctions, etc. pour le traitement. Donc le code JavaScript, évidemment, va fonctionner, mais en termes de clarté, comme on le dit, il n'y a pas photo entre ce que TypeScript peut faire par rapport à JavaScript. Ouais. Et donc à l'utilisation, si je veux utiliser ma classe, donc en transformer ça en objet, je vais déclarer en TypeScript un var, par exemple pour ma voiture, var Toyota égale new voiture, entre parenthèses, une chaîne de caractères V6. Et là, l'équivalent existe heureusement en JavaScript. On a aussi le petit mot-clé new qui va nous permettre de créer la soi-disant fonction qui se trouve derrière JavaScript, mais qui est quand même beaucoup plus claire, encore une fois, au niveau de TypeScript pour la définition, puisqu'on se retrouve un peu exactement comme on l'avait en C# ou dans d'autres langages objets. Et donc une fois qu'on a ça, le reste va aller assez simplement, je vais dire. Le reste, c'est comment on peut créer des méthodes à l'intérieur d'une classe. La méthode, elle va se faire un peu de manière tout à fait logique, c'est-à-dire par exemple, je vais faire une méthode start dans ma classe voiture, je vais créer start, parenthèse, 2 points, void, entre accolades, et le code, par exemple return, start.moteur. Hein. Ça change pas beaucoup, mais... Ça change pas beaucoup par rapport à du C#, mais si on regarde l'équivalent en JavaScript, on est obligé de passer par des prototypes. Et là, expliquer ce genre de choses à des débutants, ça devient tout de suite plus compliqué. C'est-à-dire on doit passer sur la variable voiture, créer un prototype, donc faire voiture.prototype.start égale function, etc. À l'utilisation, ça sera le même, hein, ça sera la voiture ou Toyota tantôt. Pour expliquer JavaScript, en fait, aux débutants, tu lui fais voir du TypeScript. Ça sera plus simple, pour expliquer la programmation objet notamment, ça sera plus simple. Tu veux développer en JavaScript, pas de souci. Par contre, je te fais voir juste comment ça marche, tu verras en TypeScript, et là, tu vas comprendre ton JavaScript. Oui, tout à fait, Alors, on avait parlé des expressions lambda tout à l'heure, des méthodes lambda, on va pouvoir effectivement aussi les faire de cette manière-ci. Donc je peux, par simplification, venir créer une méthode stop, puisque j'ai fait la start tout à l'heure, stop, 2 points, parenthèse, égale supérieur, string. Donc là, je donne juste le type de retour. Il n'y a pas de code pour dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrête, etc. Et la définition de cette méthode, je la définis par expression lambda, par exemple dans le constructeur, en faisant le tis.stop, le nom de ma méthode, égale, parenthèse, égale supérieur, pour définir mon expression lambda, et entre accolades, je mets le code. Return, stopped, moteur, etc. Enfin, je fais un peu ce que je veux. Donc, je veux dire, c'est une autre manière d'écrire. Je dois dire que moi, perso, je préfère la manière précédente, donc comme on a vu pour faire le start, mais on peut utiliser aussi des expressions lambda pour faire la définition d'autres méthodes, si on le souhaite. On peut aussi créer des propriétés. Ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait existantes ou il faut faire avec des object.define property en JavaScript. Enfin, ça devient vraiment très compliqué. Ouais, ça devient vite le bordel et puis là... Voilà. Alors, ceux qui ont les slides d'ailleurs, ils vont voir que la partie de droite, puisqu'à gauche j'ai le TypeScript, à droite j'ai le JavaScript correspondant, la partie de droite elle va devenir de plus en plus longue et les caractères de plus en plus petits pour obtenir toujours le même résultat. Donc c'est toujours effectivement beaucoup plus clair en TypeScript. Mais donc si je veux créer une propriété en TypeScript, j'ai tout simplement 2 mots-clés, get, set. Et donc je fais get
le nom de ma propriété couleur, parenthèse, parenthèse, 2.string, et je mon return de ma couleur. Et si je veux faire le set, je fais set couleur, entre parenthèses, ma variable value qui va récupérer la couleur de l'utilisateur, 2.string, et puis je mets this, point, et le nom de ma couleur, ma variable interne, et je la signe, quoi. Rien qu'à ce stade-là, voilà. Je pense que tous ceux qui n'ont pas adopté TypeScript, là, ça y est, je crois ils ont voté pour. Euh, Rien qu'avec déjà c'est quoi les classes, les méthodes, le typage, bien évidemment. Ouais. Bah, c'est tout, quoi. Tout est donné. On aurait pu s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, mais quand ils vont voir le slide suivant, à mon avis, Mais- ça va les intéresser. Mais voilà, en fait, plus on monte, en fait, plus tu montes en crescendo, et puis plus tu te dis, mais pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, on a repris un peu toutes les fonctionnalités qui existaient dans le C#, et on essaie, du moins les fonctionnalités de base, les remettre dans un langage, on va dire JavaScript, TypeScript. Et donc la fonctionnalité suivante, c'est les génériques. Ceux qui ont fait du C# les connaissent. C'est par exemple créer une liste de quelque chose, une liste de T, une liste d'objets, une liste de string, une liste de number. Et le quelque chose, c'est au moment où on va instancier la variable qu'on va le définir. Donc quand je vais créer par exemple ma variable var mylist, je vais lui dire égale new list entre crochets number pour dire ça c'est une liste de nombres. Et je pourrais y mettre que des nombres. Et j'ai une gestion avec des méthodes add, des méthodes getFirst, etc. pour gérer ma liste. Donc tout ça, tout mon développement, je le fais moi-même, ou je récupère du code existant. Mais donc ma liste de number, si plus tard j'ai besoin d'avoir une liste de string, ben je vais tout simplement faire un new list de string. J'ai besoin d'avoir une liste de date, même chose. J'ai besoin d'avoir une liste de... Et je peux même mettre des composants de l'HTML. J'ai besoin d'avoir une liste de balises div, ben je vais faire un new list de mon objet, mon composant HTML element div par exemple. Et donc je vais pouvoir les créer et les utiliser beaucoup plus facilement. Et c'est un peu là-dessus aussi d'ailleurs, je fais juste un petit aparté, que d'autres personnes sur base de TypeScript ont développé des frameworks complémentaires sur ça, pour essayer encore une fois de calquer le plus en plus. Par exemple, nous dans les projets, on utilise le link qui me permet de faire des where, des first or default et des choses comme ça. Donc il y a un framework TypeScript qui existe, qui gère toutes les listes générique de cet ordre-là, et qui va me permettre de faire du link très facilement. Donc quand je dois retrouver le troisième élément qui a tel critère en expression lambda, c'est-à-dire qui commence tous par la lettre A en termes de prénom par exemple, ben je vais pouvoir le faire en une expression lambda comme en C# très rapidement. Et le code JavaScript derrière, évidemment, là il devient très très compliqué, très très lourd à mettre en place si je veux le faire à la mano, évidemment. Ça devient beaucoup plus complexe. Donc générique, ça c'est quand même très très intéressant. Je ne dis pas qu'on l'utilise tous les jours, mais la définition de certains éléments comme des listes, ça peut être effectivement très, très bien. Autre notion qu'il a, ça on l'utilise pour moi dans tous les projets, très souvent aussi, c'est l'héritage. On ne peut pas parler d'objet et de classe sans à un moment donné dire je vais hériter. Et ça c'est une notion de base forcément qui n'existe pas en JavaScript. Donc je peux créer ma fameuse classe auto de tout à l'heure qui va me donner mon objet Toyota. Mais je vais pouvoir créer une autre classe, camion, truck, qui étend, donc je fais tout simplement class, truck, extends, auto. Et de manière tout à fait classique, je vais récupérer toutes les fonctionnalités de ma classe initiale. Donc si j'avais défini des méthodes, des propriétés, je vais pouvoir récupérer tout ça. Je vais pouvoir les surcharger, je vais pouvoir appeler le constructeur du parent en utilisant un petit mot-clé qui s'appelle super, et tout ça est transformé par le compilateur TypeScript, encore une fois en JavaScript correspondant, et là, bonjour et là, pour pouvoir commencer. Et là, si on regarde le code, ça devient... c'est même pas la peine, quoi. Ça devient vachement compliqué. Moi, perso, je lis pas ce code-là. Je passe au suivant. Tant que ça marche. Mais non, et là, c'est waouh. Alors, le suivant, en termes de fonctionnalités, on arrive un peu à la fin des fonctionnalités de base de TypeScript, ce sont les interfaces. J'en ai déjà cité tout à l'heure, c'est-à-dire avoir la possibilité de créer une interface, par exemple, autour de ma voiture, pour lui dire, ma voiture, elle doit, dans tous les cas, avoir deux propriétés, moteur et couleur. Mais je vais pouvoir créer une interface i-voiture, tout simplement, interface i-voiture, entre accolades, moteur .string, point virgule, couleur .string, point virgule. Et puis, quand je définis ma classe, je vais pouvoir dire classe voiture implements ma i-voiture. Et je vais donc forcément devoir implémenter les deux propriétés qui vont se retrouver là. Et donc ça me permet ainsi d'utiliser mon objet Toyota de tout à l'heure, non pas en disant que c'est un objet de type voiture, mais en disant que c'est un objet, on va dire, qui implémente e-voiture. Et je vais pouvoir ainsi le passer à tout mon code, comme on le fait encore une fois de manière classique à l'intérieur de C#. Et c'est sur base de cette notion-là qu'on va pouvoir vraiment faire toute l'intégration de tous les frameworks existants. Le plus connu étant jQuery,
on a développé, des personnes ont développé des interfaces qui me permettent d'avoir tout l'IntelliSense correspondant à tous les objets disponibles dans jQuery lorsque je veux faire la navigation dans le DOM, dans ma page HTML. Et si vous voulez retrouver tout ça, on mettra le lien sur l'article du podcast parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est sur GitHub. Donc il y en a, je pense qu'il y en a presque 1200, quelque chose comme ça, de définitions. Et donc c'est tout ce qu'on appelle les definitely typed. Et donc on peut retrouver sur github.com/Boris Yankov, à mon avis vu son nom ça doit être un russe, /definitely type. Et là vous avez une liste dans GitHub qui évolue quasiment tous les jours, de toutes les définitions, de toutes les interfaces qu'il suffit de télécharger, rajouter dans notre projet de Visual Studio, mettre le fichier jQuery initial, le JS classique, et les deux ensemble, on va avoir les fonctionnalités dans le JavaScript et le typage à l'intérieur de ce fichier qu'on appelle souvent d.ts, qui va être intégré à notre projet de Visual Studio. Et donc on a l'avantage des deux mondes, à la fois tous les frameworks existants et tout le typage disponible à l'intérieur de TypeScript et les vérifications qui sont derrière évidemment, puisque comme on a le typage, on peut savoir si c'est du number, si c'est du string, si ce sont des objets de tel type et ainsi de suite. Et dernière petite fonctionnalité, j'ai dit qu'il nous manquait dans du JavaScript et qui serait intéressant d'avoir, c'est la définition de modules. Des namespaces en C#. On peut créer un module avec tout simplement un mot-clé qui s'appelle module. Et on fait module, drawing.shapes, je l'appelle comme ça, entre accolades, et puis on peut créer une classe rectangle. Donc je vais pour l'utiliser, devoir faire ma variable var rect égale new drawing.shapes.rectangle. Entre parenthèses, 10,20 si j'ai mis un constructeur avec deux paramètres. Et donc ça me permet ainsi d'accéder et de classifier en quelque sorte mes classes que je vais créer, mes objets, comme encore une fois on le fait dans les autres langages sans difficulté. Alors marqué au passage, simplement, j'ai rajouté aussi les deux autres petites notions qui sont export et public, qui permettent donc de donner une portée. Donc on peut créer des variables ou des méthodes qui sont privées à la classe, qui sont publiques, et donc on peut ainsi donner un peu cette méthode disponible. Alors attention, en JavaScript, cette notion n'existe pas. Donc si je me mets dans JavaScript, je pourrais accéder à ma méthode, puisqu'elle est par définition toujours publique. Mais dans TypeScript, j'aurai un message d'erreur à la compilation si j'essaie d'accéder à une méthode privée, par exemple. Et c'est là qu'on peut tirer le chapeau bas à tous les développeurs JavaScript qui allaient jusque-là pour coder. Oui, je dois dire que moi j'ai jamais eu le courage. Je faisais des petits scripts de dynamisation très simples, mais j'allais pas beaucoup plus loin. Donc, par contre, depuis qu'on a TypeScript, là c'est vrai qu'on peut s'en sortir et on peut aller franchement très très loin dans tout le dynamisme et toute la gestion des pages. Comme on en discutait, le TypeScript par rapport au JavaScript, c'est mon C# par rapport au langage interprété, par rapport au langage machine. Oui, c'est ça. JavaScript, c'est le langage machine finalement, et TypeScript, c'est mon C#. Voilà, on pourrait en gros considérer que c'est un peu ça, effectivement. Moi, c'est souvent ce que je donne l'image, c'est si on fait la comparaison C# et le langage intermédiaire, le IL, ou le pseudocode en Java, c'est un peu ça, quoi. C'est le TypeScript, c'est là-dedans qu'on code, qu'on écrit, et puis on a quelque chose qui est généré derrière, qui est du JavaScript. Et personne, nous, quand on fait du développement maintenant au bureau, on va jamais voir le JavaScript. Sauf si on a une erreur quelque part en se disant, tiens, il y a un truc pas normal, qu'est-ce qui nous a généré ? Voilà. Rien nous dit peut-être qu'il y a un problème, mais en général, ça se passe assez bien. C'est plutôt nous, dans l'écriture du TypeScript, où on a fait quelque chose de pas normal. Ça arrive souvent quand tu en fais dans tes projets, des erreurs comme ça. D'aller voir dans le JavaScript ? Des erreurs, non, pas tellement dans les erreurs de typage et autres, mais c'est plus des erreurs fonctionnelles. Et comme partout, on se dit, tiens, il y a un truc que je pige pas, et donc je vais quand même aller voir dans le code pour voir s'il a généré quelque chose. Et là, parfois, ce qu'on se rend compte plutôt, c'est que le compilateur n'a pas généré du tout, mais là, on le voit vite, le code généré dans JavaScript n'a rien à voir avec ce qu'on lui a demandé. Il lui dit, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et effectivement, on a oublié ou une variable, ou on a mis quelque chose en commentaire, ou des choses pareilles, et bon, forcément, le compilateur, lui, il passe sans problème à ce niveau-là, au niveau de TypeScript. Alors en termes d'utilisation de TypeScript, on va pouvoir utiliser ça en termes d'éditeur un peu dans tout ce dont on a besoin. En termes d'éditeur, c'est-à-dire notamment les éditeurs de Microsoft, puisque c'est l'objectif du podcast, c'est de quand même parler de techno Microsoft aussi. Bien que là on s'éloigne un petit peu, on est à la frontière, mais c'est quand même une techno Microsoft. Et donc on va pouvoir l'utiliser dans Visual Studio, soit Visual Studio 2015, ou les versions précédentes, on va le voir tout de suite, avec des plugins notamment, mais c'est nativement intégré dans Visual Studio 2015. Depuis 2013. Hein. Et depuis 2013 aussi. L'update 2. Oui, tout à fait. Ouais. Ou alors pour ceux qui veulent l'utiliser dans des environnements que ce soit Mac, Linux, on a maintenant le Visual Studio Code qui est disponible en multiplateforme et qui intègre aussi nativement la dernière version de TypeScript, avec l'IntelliSense, la compilation, etc.
Et donc pratiquement comment ça se passe? Dans Visual Studio, on va, comme tout projet, faire fichier, nouveau projet. On va afficher dans la rubrique de gauche, dans les projets installés, le projet TypeScript, et on va sélectionner, on en a a priori un au départ qui est dispo, qui est HTML Application with TypeScript. L'autre, c'est la possibilité de faire des développements en Apache Cordova. Donc le plus simple, c'est de faire un site web en TypeScript. On le sélectionne, on choisit l'emplacement où on veut enregistrer ses fichiers. Et puis on se retrouve dans l'éditeur avec la partie droite, notre Solution Explorer, avec tous nos fichiers TS qui sont disponibles. Alors souvent, faire attention à une chose, c'est dans les propriétés du projet, donc un clic droit sur le projet Properties, il y a un onglet qui est dédicacé à TypeScript. Et donc je l'ai mis en évidence, souvent nous c'est ce qu'on fait, c'est d'aller cocher ou de vérifier que la case est cochée pour dire de compiler à la sauvegarde. C'est-à-dire souvent on peut compiler à la compilation classique, donc on fait une compilation via le menu build, de générer les fichiers JS, puisque le but de la compilation ici c'est ça. C'est quand même plus simple, puisque chaque fichier TS est un peu indépendant, de venir demander de compiler ça à chaque fois qu'on sauve. Et donc ça veut dire que si j'affiche tous les fichiers dans ma Solution Explorer, en cliquant sur le petit icône qui se trouve en haut à droite, j'ai la possibilité de voir le fichier TS et le fichier JS au même endroit. Voilà. Et donc, ne pas oublier dans le fichier HTML de faire référence, puisque le fichier HTML c'est lui qui va être ouvert par le browser, pas oublier de faire référence au JS, pas au TS. Du moins pas tout de suite. Tu peux m'expliquer justement, alors il y a des fichiers cachés que l'on ne voit pas, donc quand on crée un nouveau projet TypeScript, on a un dossier bin, dossier objet, enfin ceux-là ils sont masqués. Initialement on a le point d'entrée qui est l'app.ts, d'accord, l'app.css, ok, très bien, la page HTML, oui. index.html, voilà. Mais on a en fait, toi, tu as dans la capture écran qu'on voit sur le slide, tu as fait demander à visualiser les fichiers cachés. On a le lab.js qui est déjà présent, bien sûr, et lab.js.map. Qu'est-ce que c'est que ces deux fichiers-là? Alors, lab.js, c'est le résultat de la compilation du TS. Et lab.js.map, c'est un mapping entre le JavaScript, ça existe dans Chrome notamment, et donc Microsoft génère pour nous aussi, automatiquement à la compilation, le js.map, qui permet de faire un mapping entre le JavaScript et, je vais dire, l'état du système pour pouvoir faire du débugage. Donc, par exemple, quand je vais dans Chrome et que j'appuie sur le F12 pour obtenir la zone de debugging, j'ai la possibilité de mettre des breakpoints, de voir l'état de mes variables, un peu comme dans Visual Studio, quand je fais du débugage classique dans Visual Studio. Et donc, le js.maps va servir à ça. Il va me permettre de faire la liaison entre les deux et de pouvoir me débugger mon programme et de pouvoir me dire où je me trouve quand j'exécute mon code. Mais tu sais, sur la case à cocher, je reviens sur les propriétés là, de tout à l'heure, le compiler on-save, il est nativement coché. Le compile on-save, c'est possible. Oui, tout à maintenant, fait. il l'est, tout à fait. C'est possible, Et c'est d'ailleurs là aussi où on voit juste à côté de cette case à cocher, donc dans l'écran de propriété, qu'on a la possibilité de définir de l'ECMAScript 5 ou de l'ECMAScript 6. Et donc, c'est là où on peut choisir. Par défaut, il est mis sur l'ECMAScript 5, mais c'est quand même ce qui est majoritairement utilisé dans les navigateurs actuels, quoi. Alors, quand on compile notre projet qu'on vient de développer, alors d'ailleurs, quand on lance cette page-là, on a Hello World avec la date. Oui. C'est par défaut. Alors, quand on compile ça, je vais envoyer ça sur mon site internet. Bien sûr, je vais mettre mon fichier, mon CSS, mon JS, mais il n'y a pas un dossier où dans le projet, voilà, c'est le dossier de sortie, comme on va avoir notre dossier bin dans un autre projet traditionnel, enfin traditionnel C# par exemple. Non, pas de base. En fait, le bin qu'on voit ici notamment qui existe, c'est parce qu'on va dire c'est un projet un peu classique à la C#, c'est-à-dire il va compiler rien du tout, puisqu'il va compiler du code qui n'existe pas, il n'y a pas de code C#, mais il fait comme si, puisqu'on est dans Visual Studio, donc il peut générer une DLL, mais qui ne sert à rien en général dans le projet web final. Par contre, la compilation du TS se fait par défaut, il y a moyen de le rediriger au niveau des options, des propriétés de Visual Studio, mais par défaut se fait dans le même répertoire que le TS. Donc, et là, je trouve ça un peu foutoir. Oui, mais on peut faire un clic droit sur le TypeScript, donc sur le projet, et demander de faire un publish. Comme si on faisait un publish avec des technos style click once ou des choses comme ça. Et là, il va générer à ce moment-là, il va nous demander où on veut le mettre, il va nous reprendre que les fichiers nécessaires pour pouvoir les publier à ce moment-là sur un site. Et si on le met dans Azure, ça se fait de manière automatique aussi. Parce que de manière, j'allais dire ancestrale, le natif, le puriste, il va vouloir ses fichiers propres à son site web, mais il ne va pas vouloir des fichiers .maps, il va pas, enfin peut-être pas, des points... Oui, tout à fait. Ouais. Le projet, il est en .cs.
.proj, hein, le fichier, le dossier initial. Hein. Oui, c'est un fichier cs.proj. C'est un peu pour ça, à mon avis, qu'il y a le dossier bin qui est généré, enfin qui existe, et qui sera vide, ou de toute façon avec des données qui sont inintéressantes pour nous à ce niveau-là. Mais oui, c'est un projet classique de Visual Studio. Enfin donc, je trouve ça dommage qu'on n'a pas une sortie dans un dossier avec que ce qui est dépendant pour un site. Mais on peut, mais à ce moment-là, il faut mettre tous les JS générés au même endroit. Et donc, dans le bas des propriétés de l'onglet TypeScript Build, on a la possibilité à ce moment-là de lui dire « Génère-moi tous les fichiers JS dans un sous-répertoire qui se trouve à tel endroit ». Mais par défaut, c'est pas le cas. Par défaut, ça se met au même niveau. Donc, c'est clair que si je crée une arborescence dans mon projet, je vais avoir tous les fichiers TS et JS au même endroit. Mais en pratique, je trouve ça plus simple, c'est plus facile quand on doit développer, parce que souvent on développe dans les TS, et si on doit aller voir, tiens, quel est le résultat de tes petits bouts de code générés par le compilateur, on n'a pas besoin d'aller chercher, on le trouve tout de suite. Et après on a l'option, pour pouvoir publier, on a l'option qui permet de recentraliser, de récupérer que les fichiers JS en une seule fois. Donc, moi ça m'a jamais trop posé de problème de travailler de cette manière-là. Mais pourquoi pas? On peut le faire de toute façon dans les propriétés, ouais. Et donc, tout ça peut être mis à l'intérieur de Visual Studio Code. Et on va donc pouvoir faire exactement la même chose avec la compilation en live, tel qu'on vient de le voir dans Visual Studio normal, mais avec un Visual Studio Code un peu plus light, mais avec le même IntelliSense, debugging, connexion à Git, connexion environnement sur Windows, sur Mac, sur Linux, et ainsi de suite en termes de plateforme. Alors, à ne pas oublier aussi tout ce qui est en termes de ressources et de liens. Donc là, je te rends peut-être un peu la main pour oui, ce qu'on voulait parler, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir Visual Studio, quoique avec Visual Studio Code, maintenant, on n'a plus d'excuses. Mais je veux dire, TypeScript, il a quand même... venez comme vous êtes, comme dit la slide, c'est qu'il est open source. On va retrouver sur le site typescript.codeplex.com les sources du logiciel. Bon, mais après, si on veut l'installer soi-même de manière à la dure, on doit installer un paquet, un Node.js, mais on va le retrouver après. On va pouvoir compiler, comme tu l'as dit tout à l'heure, le tsc.exe pour compiler soi-même en ligne de commande si on le souhaite. Oui. Qui est simplement, je sais plus, comme je le fais pas, mais c'est juste une commande de deux ou trois lettres et puis son projet. TSC, TypeScript compile. Comme on a le csc.exe avec le fichier, le fichier .ts ou les fichiers .ts et éventuellement des paramètres pour dire ce que je vais faire en particulier lors de la compilation, quoi. Mais sur les autres IDE, enfin les autres logiciels pour coder, on va retrouver sur Eclipse un plugin, il y a le lien, sur Sublime Text, sur WebStorm, sur Emacs, sur Vim. Visual Studio 2012, c'est un MSI. Donc là, on va devoir installer un MSI, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est natif dans 2013 et 2015. Oui, et ça se met en extension. Donc il y a eu notamment il y a quelques jours une mise à jour de la version de TypeScript. C'est une mise à jour dans Visual Studio qui apparaît. À noter, pardon, excuse-moi, juste une dernière chose. À noter que j'ai cherché un petit peu, j'utilise beaucoup Notepad++, comme beaucoup, je pense que même parfois pour des petites choses, enfin beaucoup je pense. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas eu de... Il y a eu un projet qui a été lancé, un plugin, par quelqu'un il y a 2 ans, mais qui n'a pas été poursuivi. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire du TypeScript aussi avec Notepad++. Parfois, c'est pas gênant. Tu sais, tu as un petit TS, t'es pas sur ta propre machine, tu veux un petit peu dépanner. Malheureusement, le projet s'est abandonné à une version 0. Non, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, une 0. quelque chose, je crois de mémoire. Le lien, je l'avais trouvé, je ne sais plus où il est. Bon, on le mettra peut-être aussi dans les notes, du podcast. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des amateurs qui veulent faire ça pour Notepad++. Pourquoi pas. Il est hein. sur GitHub, donc c'est un projet sur GitHub. Et puis voilà, s'ils veulent un petit peu aller plus loin, mais ça peut être... Pourquoi pas. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant parce que la communauté quand même JavaScript est grande. TypeScript, elle est pas mal. Et puis, je suis étonné. Maintenant, Visual Studio est sur toutes les plateformes. Ça reste quand même the number one, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, après les autres, c'est Eclipse le meilleur, mais bon. Moi perso, je fais tous les développements dans Visual Studio directement, donc évidemment c'est. Mais c'est vrai. Pourquoi s'en priver finalement, hein? Pourquoi s'en priver? Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ou parfois, quand on est sur le serveur, qu'il faut faire une petite modif, sur le serveur de test, pas de prod, hein, j'entends, sinon il y en a encore qui vont revenir. Mais pourquoi pas, c'est vrai, ça pourrait être intéressant.
Donc, si on veut résumer un petit peu, on a vu un peu l'historique, première version de JavaScript qui est sortie en 95, jusqu'à la sortie de TypeScript qui est arrivée par Anders Ellsberg en février 2012, voilà, j'avais perdu la date. On a vu aussi pourquoi utiliser TypeScript et comment utiliser TypeScript. Et donc, pourquoi l'utiliser ? Je dirais moi principalement ce qui m'intéresse, c'est surtout le typage des données, typage des variables, la définition des classes, la possibilité de faire de l'héritage. Je dirais que c'est surtout les 3 notions que nous on utilise régulièrement. Et comment l'utiliser ? Ça peut être utilisé, on l'a vu, dans n'importe quel éditeur maintenant, sur n'importe quelle plateforme. Évidemment, on peut avoir plus ou moins d'avantages avec de l'IntelliSense, avec de la compilation en live, avec des affichages d'erreurs qui peuvent se placer. Mais on peut le remettre dans n'importe quel type d'environnement pour pouvoir faire les développements aussi complexes qu'on le souhaite avec ce genre de plateforme et de langage. Donc, personnellement, on n'a pas réellement rencontré de problème avec même en version bêta, on l'utilisait déjà avec TypeScript et ça marche franchement très très bien et ça nous permet de nous aider. La clarté, on l'a démontré là dans tes slides, c'est extraordinaire la clarté qu'on peut voir sur un code qui est parfois complexe rien en lecture. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout en termes de clarté, effectivement. On fait des décompositions en fichiers, dans chaque fichier, comme on le fait classiquement, c'est-à-dire un fichier, une classe dans lequel on met son code, et puis on l'appelle dans une autre classe, et ainsi de suite. Et en sûreté du code. Et en sûreté du code, ouais. J'en parlais, notre navigateur, il va détecter des crosses, bon, rien qu'avec... J'ai dit quoi ? Il va détecter des bugs qu'on n'aurait pas forcément vu en JavaScript. Oui. L'évolution, ceux qui viennent du C#, on le connaît depuis pas mal de temps, maintenant ça va être l'async await. Oui, exact. Ça va arriver. Qui va arriver C'était déjà prévu dans une version précédente, mais ils l'ont mis à la version 2 dans la roadmap. Donc dans la version 2 a priori de TypeScript, on devrait effectivement avoir la possibilité de travailler avec je suis curieux de lire comment ça va être interprété en JavaScript. En termes d'écriture, a priori, ça serait les mots-clés async await, on va dire à peu près classique comme en C#, ça devrait être ça. Maintenant, au niveau de JavaScript, moi je suis très curieux aussi. Je pense qu'avec l'ECMA 6, ça sera plus simple parce que ce sont des notions qui sont intégrées à l'ECMA 6. Ouais. Mais par contre, en ECMA 5, je ne sais pas. Ça va être, à mon avis, vachement plus compliqué. Est-ce que ça sera jouable ? Ça devrait, on peut le faire. On peut faire de l'asynchrone mais avec des fichiers complémentaires qu'il faut remettre, qu'il faut lier. C'est pas un peu de l'Ajax à ce niveau-là ? Non, c'est pas de l'Ajax. C'est pas au niveau de l'Ajax, non. Je me trompe, je dis des conneries. Non, pas au niveau de l'Ajax, non. Non, il y a moyen de faire de l'asynchrone, je vais dire sans passer par de l'Ajax ou autre, mais il faut faire des exécutions de process séparés, en HTML5 notamment, de process séparés dans des fichiers distincts et autres. Donc, est-ce que TypeScript va faire ça ? Je sais pas. J'ai pas été creusé non plus, mais en tout cas, on va voir. Lancer un projet maintenant en JavaScript, je crois que TypeScript, c'est la solution, quoi. Nous, tous nos développements, il n'y a plus un développement JavaScript qui est fait. Quand c'est du développement web, front-end, d'office, c'est un fichier TypeScript qui est généré. Et si c'est des bibliothèques existantes, on les réintègre dans des projets TypeScript automatiquement. Ça, c'est clair. À noter, en parlant de projet que tu dis, un projet qu'on connaît bien, nous, dans notre communauté Windows Phone, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, le projet de David Catueux, David Rousset, et puis toute la... Vorlon.js. Non, j'allais dire initialement de Babylon.js, qui était tout au départ créé en JavaScript, bien évidemment, sur les bases du WebGL. Maintenant, il l'a passé il y a peut-être un an, il l'a passé en TypeScript. En TypeScript, je pense. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il était tout prêt déjà pour la TypeScript 1.6.2. Oui, donc la toute dernière. Voilà, ceux qui ont contribué, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont rien perdu, puisque finalement, derrière, ça redevient du JavaScript. Pour eux, ça risque d'être transparent. Pour ceux qui n'ont pas été goûtés ou appris encore la syntaxe de TypeScript, mais qui finalement est beaucoup plus simple. Donc, a priori, ça posera aucun problème. Enfin, ça n'a posé aucun problème, ça fait un an que c'est torché déjà. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai, j'ai vu passer la news, effectivement, et je pense qu'il y a... on le voit d'ailleurs, c'est le dernier point sur les slides pour ceux qui voient ça en vidéo, on le voit en termes d'évolution, l'évolution de TypeScript par rapport à ce que j'appelais des concurrents tantôt, c'est peut-être pas le bon terme, mais on voit effectivement TypeScript a de plus en plus d'intérêt, donc ça sont des statistiques qui viennent de Google Trends. On voit que TypeScript depuis à peu près février, mars 2015, est passé en tête de ce genre de langage de programmation par rapport à CoffeeScript, par rapport à
Dart notamment. Donc ce n'est que des bons augures et que des bonnes choses par rapport à l'évolution de TypeScript sur les différents projets, c'est clair. Alors, tu as recherché sur Google Trends, sache que ça existe au niveau de Bing, bing.com/trends, hein, d'accord? Ah ouais, je vais le faire pour la prochaine fois. Petite tapette. Tiens. On va changer les slides. Ok. Voilà un petit peu un survol assez large de TypeScript, une introduction sur TypeScript. J'espère que ça permet en tout cas de vous mettre l'eau à la bouche sur ça et de vous donner un petit peu une bonne idée de ce que ça peut être pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. L'idée après, c'est évidemment, encore une fois, d'aller sur le site typescriptlang.org et là, vous pouvez faire vos petits tests vous-même. Vous pouvez télécharger la documentation complète, il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose de complémentaire à rajouter sur ce premier sujet. Non, c'était vraiment un sujet intéressant parce que TypeScript, je n'utilise pas, je ne développe pas en JavaScript, sauf des petites choses comme ça ici et là sur mon website, mon site internet, professionnel et personnel. Mais j'ai découvert TypeScript et j'ai été bluffé. C'est comme je l'ai redit tout à l'heure, ça va vous paraître débile, mais je suis un peu marteau, mais c'est de la jouissance pour le développeur, quoi. Comment développer, comment revenir en JavaScript après ça, quoi, après avoir découvert ça. Faut être fou, quoi. Faut être marteau, on peut plus. Ouais, on peut plus, non. Voilà. On le voit. Revenez si vous écoutez, allez voir les slides sur les différentes choses que permet le TypeScript, comme l'héritage. Allez voir un petit peu ce que c'est l'héritage en JavaScript et en TypeScript, par exemple, ou même les modules. Je crois que ça va calmer les mauvais esprits s'il y en a, enfin des esprits contradictoires. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il n'y a pas de raison, je veux dire, c'est open, on n'est pas du Microsoft propriétaire, non, faux. Oui, non, tout à fait. Je pense que ça a juste le nom derrière, et c'est peut-être une bonne chose aussi d'avoir une société derrière qui suit tout ça et qui met en place le framework. Maintenant, comme tu dis, c'est open source, et donc on peut remettre tout ça en musique dans nos projets sans aucun problème. Et puis si quelqu'un dans le 1% qui serait contre ça, qui dirait « Oh non, terminé », c'est pas grave, son code est toujours là, il n'a pas perdu de temps, il a même été corrigé grâce à TypeScript. Voilà, tout à fait, c'est bien. Ok. Parfait. Je propose peut-être de passer d'ici quelques secondes à la deuxième partie, donc la partie des actualités. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que je pense qu'on a un peu débordé par rapport au planning initial. Excuse-moi. On va... Non, tout le monde parle. Non, c'est toi. Voilà, c'est moi. Donc voilà, à tout de suite d'ici quelques secondes. Merci. Bienvenue dans la suite. Donc deuxième partie, on va analyser un petit peu toute une série de news qu'on a pu repérer dans les 15 derniers jours. Donc cet enregistrement se fait le 22 septembre. Et la première news, ça concerne TypeScript. On vient d'en parler pendant quelques temps maintenant. Ça a fuité, ça a fuité dans le podcast juste avant. Ça a fuité juste avant dans le podcast, voilà, ouais. Et donc c'est effectivement l'annonce qui a eu lieu le 16 septembre, donc il y a très peu de temps, de la dernière version, TypeScript 1.6, qui est sortie, avec quelques nouveautés, forcément, pour une nouvelle version. Donc le support d'abord de JSX React. Donc ça, c'est la possibilité de venir rajouter des choses, notamment des balises directement à l'intérieur du TypeScript, ce qui n'était peut-être pas évident effectivement à faire dans les premières versions. La possibilité de créer des class expressions, c'est-à-dire des classes anonymes. Et donc là, on va pouvoir réellement venir faire la définition de la classe, comme on a fait tout à l'heure des méthodes anonymes. Là, on va pouvoir créer carrément toute sa classe, tout son objet de manière anonyme. Ça peut dans certains cas être peut-être intéressant. Moi, je trouve ça peut-être un petit peu compliqué ou un peu fouillé du coup lorsqu'on va lire le code par après. Par contre, très intéressant, c'est la possibilité de définir des user-defined type guard. Donc de pouvoir venir faire en quelque sorte des is, savoir si un objet est de tel type. Et donc on peut créer maintenant des méthodes qui vont nous renvoyer du style un booléen pour nous dire est-ce que l'objet qu'on va essayer d'utiliser est de tel type, correspond à telle valeur. Et ça, c'est quelque chose qui peut quand même être très intéressant aussi lorsqu'on fait des développements avec beaucoup d'objets dans le système. On a également des intersection types, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez les informations, des classes abstraites, ça c'est bizarrement quelque chose qui n'existait pas encore, et donc la possibilité de créer une classe, de devoir obligatoirement l'hériter pour pouvoir l'utiliser, et de ne pas pouvoir l'implémenter telle qu'elle. Avant la version 1.6, ça n'était pas possible, et alors la possibilité de définir des generic type alias, donc de pouvoir venir rajouter des
des alias sur les génériques en quelque sorte. Voilà, je trouve qu'on rentre aussi un petit peu plus dans les détails. Donc vous retrouverez le lien sur l'article du post. Donc vous retrouvez un petit peu toutes ces informations si vous voulez aller un peu plus dans les détails par rapport à cette dernière version qui est sortie il y a quelques jours. Une autre news, là c'est une news un peu plus importante parce que c'est une version majeure de Node qui est sortie, donc c'est-à-dire Node version 4 qui est sortie en version stable. Donc pour tous ceux qui font du développement Node.js, vous avez la possibilité de venir télécharger cette dernière version. Et là je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différentes nouveautés parce qu'elles sont quand même assez importantes. Et donc vous pourrez retrouver un petit peu tout ça en termes de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de Node.js notamment. Une nouvelle fonction, c'est une nouvelle preview build, une nouvelle sortie, voilà, c'est la Windows 10 Mobile au niveau de l'Insider, donc de l'abonnement Insider. C'est la preview build 10.536 qui est disponible depuis aussi quelques jours. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la télécharger, de l'installer. Écoute, ce matin, il y a une mise. Oui, je l'avais installée, mais ce matin, j'ai mon téléphone qui s'est mis à jour. Mais j'ai pas été vérifier quelle était la version qui m'avait sorti. Je suis en train de regarder et je me demande pourquoi ce matin j'ai eu une autre mise à jour. C'est peut-être un patch parce que je sais bien que moi j'ai eu quelques problèmes. Il me met toujours à 0%, il essaye d'avancer et ça. Oui, ça avance pas vite. c'est très long. Hein. Alors en fait, voilà, je suis à la build 10.0, 10.536.1004. Ah oui, donc il y a encore une petite mise à jour qui a été faite, effectivement. Ouais, 1004 à la fin, mais bon, je n'ai pas d'informations. Alors en fait, j'étais en mise à jour automatique, d'un coup, je vois mon téléphone qui bouge. Tiens, mise à jour, engrenage. Tiens, dis donc. C'est sûr que je fasse ça. On n'avait pas ça avant. Non, mais par contre, je l'utilise toujours pas en prod. Enfin, en prod, qu'est-ce que je raconte, moi? Sur ton téléphone principal. Courant. Ouais, voilà. C'est ça. Moi, je suis passé au téléphone principal sur celui-là. Je n'utilise plus que celui-là. Pas encore sur la 10.536, puisqu'effectivement, j'ai encore quelques petites difficultés à la faire passer. Mais je dois dire que ça marche, même avec la build précédente, ça marche assez bien. J'ai pas réellement de problème. En tout cas, toutes les fonctions de base chez moi fonctionnent correctement. Et après, c'est des petits détails d'affichage, de tactile, parce que j'ai un 930, donc il y a les petits problèmes de tactile dessus, mais sans plus. Oui, disons que la première fois que je l'ai rallumé, après cette mise à jour, c'est des petits lags au niveau des affichages, des lancements d'applications, mais léger, puis après ça a disparu. Tu sais, d'un coup, comme si que ça tremblait un petit peu pour aller, par exemple, dans les photos, pour aller dans une application. Je le vois encore, il y a des tuiles qui tremblent. Ah ouais, non, ça, j'ai pas ça. Je vois, il veut faire que c'est un 15-20, moi, c'est un Lumia 15-20. Et je le vois de temps en temps. Il y a des trucs qui vont pas. Je vois la tuile de Outlook, elle me met 5 mails que je n'ai pas lus. Eh bien, ça fait du clignotement. Ouais, je sais pas. Bon, bizarre, écoute, on est en insider. Ouais, c'est ça, on se plaint pas. Moi, je suis bien content de l'avoir. Aucune critique d'autre, quoi. C'est normal, je dirais. Ouais. Toujours en Insider, il y a la build aussi de 10.547, mais là pour PC, Windows 10 Insider Build 10.547 qui est sorti. Et donc encore une fois avec toute une série de petites nouveautés, notamment au niveau du menu démarrer. On a toute une série de petites avancées, le mode tablette qui a été un peu amélioré aussi, des mises à jour au niveau des applications et toute une série d'autres petites choses. Des choses qui sont attendues quand même, hein, et j'aimerais bien que ça aille vite pour que tout le monde l'ait. Moi je ne travaille pas avec de version Insider sur mon Windows 10, je vais peut-être en passer finalement. Ouais. Moi, je ne suis pas encore passé en Insider non plus sur mon PC principal. Non. Une autre news, ça concerne là plutôt un kit de développement, le kit d'imaging. Tu as un peu plus d'infos sur ça? Oui, elle est dispo, mais elle supporte maintenant Windows 10, d'accord? Donc rappelez-vous, à l'époque, c'est Nokia qui avait sorti ça. Maintenant, elle sort la version 10, mais ne supporte plus tout ce qui est Silverlight 8.0 et 8.1. Donc attention, bon maintenant, je dirais avec Windows 10 qui va quand même vivement mobile sortir, ça va tout doucement disparaître. Je trouve que c'est un peu tôt, moi je trouve que de ne plus supporter. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre ce dernier SDK, bien évidemment. Il y a pas mal d'accélération GPU, il y a certaines interfaces qui ont changé. Donc, go, c'est une bonne nouvelle pour maintenant toutes les applications Windows 10. Je trouve ça très très bien que le SDK y suit aussi rapidement finalement. Tu avais déjà utilisé le SDK précédent dans tes développements, toi? Ouais. J'avais utilisé sur 2-3 applications. C'était pas évident à mettre le pied, je trouve, au départ. Mais une fois que tu avais compris le truc, c'était bien. La première version, j'avais utilisé 2 versions bien distinctes de SDK différents. La deuxième était encore plus simple à l'utilisation. La première, je trouvais un petit peu
un petit peu chaud, quoi. Tu as l'impression de faire du JavaScript, tu vois, par rapport à du TypeScript, hein, si on veut. Ça faisait un peu ça tout au départ. J'ai dit, tiens, c'est un peu compliqué. Puis en fait, bon, ça allait. Mais j'ai trouvé ça, c'était vraiment génial, super rapide, super fluide, plein de filtres, etc. C'était tout à fait. que du bonheur. Donc, je suis assez content que ce soit dispo pour Windows 10. Et puis ajouter aussi qu'il y a un lien qu'on mettra sur le post qui permet de voir les différences entre le SDK 2.0 et 3.0. Donc tu mettras le lien Ouais, ok, on va mettre le lien sur là. la page pour migrer. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ok. Ah bah, Voilà. C'est bien, si c'est Il y a prévu, tout c'est ce pas qu'il mal. faut. Ouais, non, mais ils ont tout. Ça explique tout ça, donc c'est vraiment bien foutu, quoi. Ils ont bien travaillé, quoi. Bravo. Parfait. Une dernière petite news, enfin une avant-dernière petite news très rapide en passant. Microsoft a publié également les Design Downloads, donc une page de téléchargement dans laquelle on peut télécharger à la fois des modèles pour Adobe Illustrator et des modèles pour PowerPoint. Moi perso j'ai utilisé ceux de PowerPoint pour pouvoir faire des protos notamment avec Windows 10. Donc on retrouve les derniers composants de manière graphique, on peut ainsi dessiner très rapidement et les soumettre à son client si on le veut, de manière très rapide, de dessiner en PowerPoint directement le dessin de l'interface qu'on veut C'est vraiment génial, hein, ça. Hein. Ça existait aussi sur les anciennes versions pour Windows Oui, Phone. tout à fait. Trop bien. Et d'ailleurs, c'est toujours sur base du même composant, du même plugin dans PowerPoint qui est utilisé. C'est simplement des nouveaux templates qu'on télécharge et qu'on vient importer à l'intérieur du plugin. Donc franchement, moi, presque tous maintenant mes modèles sont d'abord faits à partir de là, avant de passer en dev. Et au moins, ça permet de discuter correctement avec le client final. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Une petite actu qui est pas tellement dev, mais je me disais que ça peut être pas mal pour les devs aussi, c'est Raspberry Pi, pour ceux qui font de l'IoT, qui annonce un écran tactile 7 pouces pour $60. Et donc je trouve ça juste intéressant à citer, parce que ça permet donc de faire du développement IoT, d'avoir un écran et donc de pouvoir ainsi, bon c'est pas un écran, c'est pas un foudre de guerre même en termes de résolution, mais en tout cas un petit 7 pouces à côté d'un petit système domotique par exemple, ça peut être pas mal pour afficher des petites infos très rapidement, quoi. Et la dernière petite news, on en a parlé également, c'est Visual Studio Code qui est sorti en version 0.8, donc une nouvelle version de VS Code, et qui apporte toute une série de petites nouveautés en termes par exemple de renommage de fichiers par exemple. Oui, ici c'est le top level, donc le point setting a été renommé en VS Code pour des raisons notamment de compatibilité avec d'autres types d'applications. On a des thèmes différents. Donc on peut choisir un thème noir, un thème blanc, un thème de différentes couleurs. Donc c'est des petits détails. Des petits débugages ont été changés, notamment on se libère un petit peu de mono qui était toujours intégré dans le projet. On a un projet, une console de débugage, ça peut être pas mal. Donc c'est-à-dire on peut ouvrir une console et pouvoir commencer à taper quelques lignes de commandes pour afficher soit des calculs, des états de variables et ainsi de suite. Et puis après les intégrations dans les différents langages, que ce soit JavaScript Lightning, le TypeScript 1.6 évidemment, comme on en a parlé, qui est supporté aussi, les langages TSS, etc. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais quelques autres infos à pouvoir ajouter pour ces 15 jours-ci, pour cette semaine. Si pas, je propose de conclure ici et de se retrouver d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau podcast. Merci de votre écoute en tout cas. Merci à toi Christophe d'avoir suivi, d'avoir participé. Salut, je t'en prie. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci bien. À bientôt. Ciao.